Donc, bienvenue à la deuxième partie des considérations sur les régressions pour le nombre de camps. Donc, on va discuter les choix de paramètres de régularisation. Et on va discuter aussi, comme on l'a déjà fait, de quels sont les risques et comment on évite le surajustement, etc. On va voir la notion le phénomène de surajustement, overfitting en anglais. Donc, on va supposer donc que les xi sont aléatoires, mais que les xi et yi sont répartis selon la même loi, donc sont identiquement distribués et indépendantes. Et puis, on suppose aussi que les erreurs sont euh, de moment, enfin de variance sigma carré, la même. Pour rappel, EI sont celles qui viennent du tout début de ce chapitre, sont je vais chercher la définition, ça fait quelques pages qu'on n'a plus utilisé tel quel. Les, désolé, mais effectivement, ça fait longtemps que... Voilà, c'est cette écriture-là. D'accord. Y égale R du X plus epsilon. R du X étant l'espérance conditionnelle du Y sachant X. C'est de ça qu'il s'agit. Et on a dit, bien sûr, la moyenne conditionnelle, donc la moyenne aussi est nulle, par définition de R du X, mais on fait des hypothèses assez importantes concernant la variance. Très bien. Je vais revenir là à nos considérations. Et voilà. Donc, on va supposer à nouveau cette hypothèse-là. Et donc, là, la question pour nous, c'est trouver maintenant le estimateur pour la fenêtre H. On veut trouver la fenêtre optimale. Il y aura quelques notations. Si on considère tout l'échantillon, ben on note ça. Si par contre, on enlève une partie parmi ces indices-là, on va noter l'estimateur R chapeau H moins I. I est un ensemble des indices qu'on enlève. D'accord. Ça donne un autre estimateur, mais il peut être calculé aussi bien que le premier, et il a cette notation-là. Remarquons que la fonction de régression R qu'on a vue au début du chapitre, mais que je viens de rappeler, c'est pour ça que je l'ai aussi rappelé, est une R, donc c'est une espérance conditionnelle. Donc il y a une fonction quelque part, f, telle que R, c'est l'argmin de l'espérance du y moins f du x. D'accord. Et donc R, c'est la fonction qui réalise cette minimisation-là. Et donc nous, on veut au contraire maintenant minimiser le risque. Ça veut dire l'espérance de R chapeau moins R. Très bien. Ça peut aussi s'écrire comme R chapeau moins une norme, enfin, c'est une norme L2. Et comment on fait pour minimiser cela? Pour minimiser cela, le R chapeau H, on l'a, mais on n'a pas R. Justement, on veut estimer R. Donc c'est un peu difficile d'utiliser cette formule-là. Mais elle peut être utilisée de manière un peu approchée. Et donc la première idée, c'est de dire, d'accord, bah, R de xi, on a au moins pour certains points. Par exemple, son observation brutée, on avait vu que y égale r du x plus epsilon, bon, on a quand même ces observations y égale r du xi plus des epsilon. D'accord. Et donc, on veut maintenant, puisque voilà, c'est une espérance, on fait une sorte de moyenne empirique, et remplacé par ça. D'accord. Donc, c'est le petit r ici qu'on a remplacé par y pour des points xi. D'accord. On peut se dire, ah voilà, là, c'est la quantité à minimiser. On cherche le h qui minimise cette quantité. Cette quantité porte un nom, s'appelle l'erreur d'apprentissage.
en anglais training error. Ça veut dire c'est quelque chose qui nous dit est-ce qu'on reproduit bien les données. Mais il faut faire attention, nous on veut effectivement bien reproduire les données, ça c'est normal, c'est pas très génial d'avoir un estimateur qui reproduit même pas les données disponibles, mais on veut aussi étendre, prédire. Donc ça veut dire trouver la valeur pour des données pas disponibles, parce que sinon, si on utilise l'estimateur que sur les données qu'on a déjà, bah, tant qu'à faire, on met YI, si on trouve de quel XI il s'agit, d'accord? Donc il y a deux questions. Cette quantité va juste décrire celle-là. Et donc en particulier, c'est pas le vrai risque. C'est pas la seule chose qui nous intéresse. Nous, on voudrait, on a d'une certaine manière R chapeau, on a utilisé les XI, on peut plus utiliser les mêmes XI pour estimer sa qualité, d'accord? C'est comme si on disait, voilà, on disait à chacun, évaluez-vous vous-même. Oui, c'est très génial, mais on va peut-être être un peu, on va se donner de trop bonnes notes, quoi. Donc, on va prendre un exemple. Par exemple, supposons qu'on a un estimateur de monde carré non paramétrique. Et donc, on se pose la question de, sur un polynôme, et on se pose la question de degré. Donc effectivement, on peut calculer le bêta de l'estimateur monde carré associé à ce design et puis avec les xij égale xi puissance j-1. D'accord, c'est pas un indice, c'est puissance parce qu'on fait les polynômes. Bien sûr que si le degré de polynôme il est assez grand et que si les points de design sont distants, ça veut dire qu'on n'a pas deux fois le même xi avec deux valeurs de y différentes, ben, le risque empirique va être nul parce qu'on va bien trouver un polynôme qui passe par tous les points, je veux dire xi, yi, et donc pour chaque cette valeur-là peut être rendue nulle si on prend un polynôme ici suffisamment grand. Parce qu'il va, dès que le degré il passe n par exemple, ben, ça va aller. D'accord. Mais en ce faisant, on a figé la description de la. C'est pas parce que ce risque il est nul que la prévision va être pas entachée d'erreur. Donc on a recopié les données, donc on a fité un peu le bruit parce qu'en particulier on a fité le bruit epsilon i. D'accord. Et c'est pas une bonne idée de fiter le bruit. C'est un estimateur qui risque d'avoir une variance importante parce que en fait il est voilà, sur les données qu'on n'a pas vues, on aura de bruit qui a été reproduit pour rien. Et donc on est un peu trop optimiste pour ce genre d'estimateur. C'est sûr que l'erreur d'apprentissage va être nulle, mais c'est pas pour autant qu'on aura prédit avec précision infinie, quoi. Et donc la vraie erreur va être sous-estimée par ce genre de procédure. Et en plus, ce genre de procédure va privilégier trop les données disponibles, donc on fera de surajustement, de overfitting, et donc va être adapté trop bien aux données particulières, mais il va avoir trop peu de puissance de prévision sur les données générales qu'il n'aura pas vues. Voyons d'autres considérations. Donc, supposons que les YI sont de loi Y, identiquement distribuées et indépendantes. Bien sûr que pour estimer la moyenne, on peut utiliser un équivalent empirique. Si G est une fonction fixe qui ne dépend pas des données, alors YI moins G du XI, c'est la même loi qu'Y moins G du X, parce que tout ça, c'est une fonction appliquée à XI et YI, la fonction étant ça du deuxième argument, moins G du premier argument. Alors on peut se dire, bon, bah, pour estimer ça,
la moyenne de ça, on peut utiliser cet estimateur naturel, enfin, c'est la moyenne empirique. D'accord. Effectivement, les propriétés de moyenne empirique, voilà, on ne va pas trop les rappeler, mais ici, comme YI, R, c'est sa moyenne conditionnelle, on aura la moyenne de tout ça, ça va être G moins R au carré plus sigma chapeau, enfin sigma carré, pardon, parce qu'on peut décomposer G moins R plus YI moins R, et là, c'est quelque chose d'indépendant de variance sigma, sigma carré. Et puis, quelle est la variance de celui-là? Ben, la variance de celui-là, c'est la somme des variances individuelles, c'est la même loi, et donc ça donne 1 sur n variance de g de x moins y, et donc, bon, il y a un comportement connu, par exemple, quand n tend vers l'infini. Et donc, on pourrait dire que si on donne un ensemble de fonctions déterministes, qui dépendent d'un paramètre, déterministe étant ici le fait que g de h ne dépend pas de l'échantillon, ce sont des fonctions fixées, quoi. Donc, minimiser le risque empirique, dans ce cas-là, ça a l'air d'un bon substitut à minimiser le risque quadratique. Ça, c'est ces différences-là, d'accord. On fait la différence entre ce type de quantité et ce type de quantité. On dit peut-être que remplacer ici, ça va être bien. Donc on va voir comment ça se met en pratique. Et cela se fait d'habitude par validation croisée. On n'aura pas beaucoup de résultats théoriques parce qu'ils sont un peu trop techniques, et donc pour un dernier cours, je ne pense pas que c'est le bon endroit pour les mettre. Donc on va plutôt prendre une discussion, on va remarquer une chose importante. Et le reste, c'est assez descriptif. La chose importante, c'est c'est le principe de la validation croisée, qui est une technique générale. Nous, on va l'appliquer pour le choix de la fenêtre H, mais ça marche pour d'autres choses, par exemple pour le degré de polynôme, si on ajuste par polynôme, etc. Comment on choisit la fenêtre H optimale? Il y a un ensemble H de fenêtres candidats. Ça veut dire ce qu'on peut faire, nous. Et on va se baser sur les données pour choisir le H chapeau qui va être le meilleur dans cet ensemble. Nous, ce qu'on veut, donc à nouveau, c'est minimiser le risque tout entier. C'est une moyenne. Mais nous, on dispose que de certaines valeurs pour estimer cette moyenne-là. Mais comment estimer cette moyenne, c'est important. Et donc, il se trouve important de diviser l'échantillon en deux parties. Un ensemble d'apprentissage qu'on appelle training set, et deuxième, un ensemble de validation, validation set. Ils ont des rôles différents. Le premier, training set, il sert à construire des estimateurs. C'est une fabrique d'estimateurs. Et puis l'autre, c'est pour estimer leur risque. Il y a plusieurs façons, parce que il faut préciser comment on choisit ces ensembles. Une façon assez utilisée, par exemple, en machine learning, où on ne peut pas faire beaucoup déjà les calculs sont compliqués, alors bon, c'est le holdout cross validation. CV, c'est pas le CV, le curriculum vitae, mais c'est le cross validation en anglais. Validation croisée, si vous voulez. Mais ça sonne mieux en anglais dans cet ordre-là, pour ces lettres-là, si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, on va diviser l'échantillon en deux parties, I1 et I2, deux ensembles disjoints, leur union fait 1n, c'est une partition. Et donc, on calcule les estimateurs à partir des données d'un I1, on a l'estimateur ici. Et puis pour les risques, vous voyez que le risque concerne l'estimateur construit à partir de I1, mais l'évaluation de ce risque se fait à l'aide des données d'un I2 qu'il n'a jamais vu pour son entraînement.
c'est pareil, c'est le principe de l'examen, si vous voulez. On fait des exos en TD, mais à l'examen, on ne donne pas pile les mêmes. Désolé pour la mauvaise nouvelle. Et donc, N2, ça va être ici le cardinal de celui-là. On divise par N2 parce que c'est tout simplement moins d'un piège. Ça, c'était le holdout. Mais on voit bien que d'une certaine manière, ça dépend beaucoup de comment les données sont présentées, dans quel ordre. D'accord. Et peu importe l'ordre, on aura toujours choisi un I1 et un I2. Et pourquoi celle-là et pourquoi pas d'autres. Une première façon d'améliorer, c'est la chose suivante, de dire ce qui est le V-fold, cross validation. Alors on divise les données en plusieurs ensembles, I1 et IV. Et on va donner un sort de rôle symétrique, parce qu'avant I1 et I2 n'étaient pas symétriques. Et donc chacun, il est utilisé à tour de rôle comme ensemble de validation. Ça veut dire que tous les autres, on utilise pour l'apprentissage. Ça veut dire que les estimateurs sont construits sur tout sauf IJ. Et ils sont testés, d'accord? Ça veut dire que sont utilisées les données X, Y, J pour I qui n'appartient pas à YJ et à IJ. Et ils sont testés ensuite leur qualité sur IJ. Et puis assez souvent, on peut diviser en 5 ou 10 morceaux, mais on voit ici que c'est un peu plus symétrique. D'accord? Parce qu'on a effectivement l'évaluation qui est faite sur le IJ, et puis ensuite, on fait une moyenne sur tous ces ensembles-là, d'accord? Parce qu'on somme sur les J, chaque fois, on utilise comme ensemble de validation un autre, et on fait la somme de tous ces risques-là, d'accord? Donc ça devient, tout le monde a le même rôle maintenant. Tout le monde est à un certain moment utilisé comme entraînement et à un certain moment utilisé comme validation. Leave one out. C'est un cas particulier où celui qu'on laisse dehors, il y en a un. C'est la cardinal égale à 1. C'est tout. Leave Q out, c'est tous les sous-ensembles possibles de cardinal Q sont utilisés comme validation. Et les autres comme apprentissage à tour de rôle. Et donc, avec ces définitions, là, on a vu plusieurs, là, on cherche toujours H chapeau, qui est le argmin de R chapeau H, voilà. D'accord. Donc, et l'estimateur final, bah, ça va correspondre à ce H chapeau. D'accord. Et une fois qu'on a trouvé la fenêtre optimale, tout ça c'est fait pour trouver le H. Une fois qu'on l'a trouvé, bien sûr qu'on va utiliser toutes les données, d'accord? Donc l'estimateur va être calculé sur la fenêtre H, mais en utilisant tous l'échantillon. Tant qu'à faire, pourquoi ne pas les utiliser? Donc cela a été fait seulement pour estimer H. La méthode une des plus populaires, c'est VFold, mais maintenant, bon, il faut savoir ce que ça veut dire populaire. Bon. Et les méthodes qui sont écrites sont dans l'ordre de la difficulté de faire les calculs. Pour comprendre un peu la nécessité de faire cela, on va prendre un cas particulier, donc l'avant-dernier, le leave one out. Et donc, pour chaque I, et pour chaque valeur H de la grille, on va construire l'estimateur, en utilisant toutes les observations sauf la IM. Et puis, la performance de l'estimateur, ça va être la IM observation. Ici, c'est pas la peine de diviser par le cardinal de l'ensemble. L'ensemble, il a une seul élément. D'accord? Et donc, finalement, le risque, c'est 1 sur n. Là, c'était comme le 1 sur v de tout à l'heure. V égale à n ici. Et puis là, c'est les risques de chaque 1. Mais à noter que quand on estime pour xi, yi, on utilise l'estimateur. Chaque fois, l'estimateur change. D'accord? Très bien. Voyons encore plus de détails sur
sur cette dépendance et comment elle est explicitée. Donc, x en n, c'est les données, y en n, c'est les résultats, d'une certaine manière, et donc on cherche le y tel que cette estimation-là soit minimale, cette espérance-là. Bon. Ici, à nouveau, c'est quelque chose d'assez général. On peut aussi prendre des estimateurs, c'est une formule générale, il n'est pas dit quel type de l'estimateur. Pour l'instant, on est préoccupé par le calcul de cette moyenne. Donc, oublions le h dans la notation. On peut considérer qu'on travaille avec une fonction g, mais effectivement, c'est la question de tout à l'heure quand on a vu g moins r. Ben, en fait, c'est pas exactement la même parce que la fonction r chapeau ici, donc on avait fait quelques calculs pour y moins g de x. Ben, le g de x, il n'est pas fixe et c'est là le problème. D'accord, pour comparer avec notre intuition qu'on avait avant, là on doit être forcé de remarquer que G est, si on prend comme G R chapeau, bah, il n'est pas fixe, d'accord, mais il dépend chaque fois des données, d'accord. Et donc, finalement, on n'aura pas ça nécessairement, déjà pour la moyenne. Et ça, c'est à comparer avec ça. D'accord. C'est à comparer avec ça, c'est ça qui nous préoccupait. Vous voyez que la moyenne, l'estimateur, ben, il est plutôt bon parce qu'il y a effectivement un sigma carré qui compte pas pour l'optimisation, mais il dépend de manière très gentille. Donc en particulier, déjà la moyenne ici, c'est pas la bonne. Et voyons un peu comment se passe alors. On va dire nos estimateurs sont assez, il n'y a pas on préfère pas une donnée plus qu'une autre, d'accord. Il ne dépend pas de l'ordre dans lequel on a donné les résultats. Donc c'est assez naturel qu'il soit symétrique dans ces variables, et c'est d'ailleurs le cas pour l'estimation par polynômes locaux. Et donc finalement, qu'est-ce que c'est que cette moyenne? Bah, cette moyenne, c'est juste la moyenne de dents, parce qu'ils ont tous la même loi. Et donc voyons plus précisément qu'est-ce que c'est que le R chapeau. Bah, le R chapeau, bah, c'est une sorte de fonction. Effectivement, c'est une fonction, mais elle dépend des données. D'accord, x1, xn, et puis bah, x. Parce que ça a été utilisé pour la validation, enfin, pardon, pour la construction de l'estimateur. Et donc, on est en train de faire des moyennes de cette fonction. D'accord. Qui sont les variables impliquées? Y1, x1, x2, xn, y1, yn et x, bon, qui n'est pas en alerte. Et donc finalement, on voit bien que la moyenne se fait par rapport à ces aléas contenus dans les données, et donc c'est la densité de couple xy qui va compter. Donc voyons le calcul de cette moyenne. Yk moins r chapeau du x1 au carré, bah, c'est yk moins g de machin. Et comme ici c'est x1, bah ici le dernier ça va être x1. D'accord. Le petit x, bah, il a été remplacé parce que justement c'est la définition d'appliquer une fonction à une valeur. D'accord. Là c'est une fonction générale, et r chapeau d'x, là on appliquait la valeur x. Très bien. Donc c'est yk moins g de machin. Et on est en train maintenant de faire un calcul avec des valeurs de variables aléatoires dont on connaît la densité. D'accord. Et donc on remplace y1 par petit y1, x1 par petit x1, xn, y1, yn, et puis à nouveau x1 au carré. Et puis il faut la densité. Mais on a dit les xi, yi sont identiquement distribués, mais en plus indépendants. Donc c'est la densité jointe, c'est un produit de densité. Donc f de x1, y1, f de xn, yn, dx1, dy1, dx2, dy2, etc. jusqu'à dxn, dyn. Très bien.
Donc là, c'est le côté d'ici. Qu'est-ce qu'on veut, nous? Nous, on veut Y et X. D'accord? Bon. Parce que c'est un peu sur ça qu'on était parti pour voir est-ce qu'il y a de biais. Et pour Y et X, bah, c'est pareil, donc Y, X1, Xn, Y1, Yn, X. Mais quand on fait ce calcul, bah, Y est transformé en petit y, X1, Xn, Y1, Yn, X. Et remarquez qu'ici, X, c'est pas un des X1, Xn, c'est un autre. D'accord? C'est ça qui est important de remarquer. Donc c'est effectivement, ensuite, tout le monde est indépendant, donc c'est f de x1 y1, f de xn yn, f de xy, dx, etc. etc. Et donc on voit bien qu'il y a de biais, c'est pas la même formule. Il n'y a pas de raison que ça soit, donc la fonction g est une fonction, enfin on ne peut pas la préciser, mais il n'y a pas de raison que ça soit la même chose. Et donc, le risque empirique, c'est un mauvais estimateur de vrai risque. C'est le vrai risque dont on s'intéresse, et le risque empirique, c'est pas bon. D'accord? Au contraire, si xn plus 1, yn plus 1, c'est une nouvelle donnée qui est indépendante de toutes ces estimations. C'est ce qu'on faisait, c'est un peu le principe de leave one out. D'accord? En fait, leave one out, c'est que n plus 1 c'est égal à n, et ici on garde de 1 jusqu'à n plus 1, enfin il y a n moins une valeur. Bon, mais on peut voir ça de notre manière, on a estimé avec n valeurs et on a à notre disposition encore une. D'accord? Quelle est l'espérance de ce risque? Donc yn plus 1 moins r chapeau xn plus 1, ben, ça va être pareil, donc x1, xn, y1, yn qui ont été utilisés dans l'ensemble d'entraînement pour construire l'estimateur, xn plus 1. D'accord? Yn plus 1, yn plus 1. D'accord? Avec c'est les mêmes formules que tout à l'heure, mais c'est un peu des notations différentes. Mais à partir de là, c'est ça qui change. Mais celle-là, c'est comme Tom, hein, on le note xn plus 1, on le note x, peu importe. Important, c'est que lui, le xn plus 1 n'apparaît pas dans cette liste. x1 jusqu'à xn. D'accord? Donc, effectivement, on a la même chose, on peut redonner un autre nom à la variable. C'est la même formule. C'est comme dire, est-ce que f de x égale 2x plus 1 ou f de y égale 2y plus 1, c'est la même fonction. Oui, c'est la même fonction. Là, ici, c'est pareil. Donc, yn plus 1, quand on note yn plus 1, y, c'est la même chose. Donc, on renote yn plus 1, y, xn plus 1, x. Et donc, là, on obtient la bonne formule de ce risque. Tout simplement parce que xn plus 1, yn plus 1 n'était pas dans la liste initiale qui a été utilisée pour construire l'estimateur. C'est ça la partie importante. Et donc, voilà, finalement, ce qu'on a utilisé, c'est que la loi du yn plus 1 moins r chapeau xn plus 1, c'est la même que la loi de y moins r chapeau x. D'accord? Et donc, c'est pour ça. L'idée, c'est que chaque fois, on va séparer l'échantillon. Il faut avoir suffisamment de données parce que, bon, c'est pas sans données, on peut rien faire, bien sûr. Donc, il y a un ensemble d'entraînements x1, y1, xn, yn. Il y a un autre p valeur, parce que bon, calculer la moyenne avec une valeur, c'est un peu difficile. Donc, il faut en prendre p, par exemple, pour valider cet estimateur-là. Et donc, cette procédure est utilisée par exemple pour le choix de la fenêtre H, ou par le choix du degré pour les estimateurs polynomiaux ou autres. D'accord? Et donc, l'estimateur du risque, c'est celui-là. Effectivement, si on conditionne sur les observations, ben, tout ça, c'est IID de loi y moins r chapeau x. C'est l'idée de holdout, par exemple. Dans leave one out, on a un peu touché tout à l'heure la différence, mais dans leave one out, c'est un peu, il y a une sorte de réutilisation.
Euh, mais c'est la même, c'est un peu la même vision. Euh, donc dans le live on out, c'est cet estimateur R1-1 le moins i, enfin, c'est utiliser n-1 donnée, ça veut dire tous les données sauf le i. Et xi, yi, il est utilisé pour valider. Et pour les mêmes raisons, là, l'espérance va être la bonne. Et R1 chapeau va être cet estimateur-là. À partir de là, donc je vais pas trop entrer dans les détails. Donc on peut effectivement voir que pour cet estimateur-là, il y a des techniques qui peuvent être utilisées. Je vais brièvement vous introduire quelques détails techniques, mais on ne va pas discuter trop en détail. Donc il faut juste remarquer que dans ce cas-là, donc l'estimateur s'écrit sur la forme oméga du xi fois y. C'est un estimateur linéaire, mais en plus, ce qu'on peut voir ici, c'est que oméga tilde de j et h, il a une formule. Il a une formule en fonction de... Donc, regardez quelles sont les définitions. Donc, l'estimateur, quand on utilise tout le monde, c'est oméga. L'estimateur, quand on utilise tout le monde sauf i, c'est oméga tilde. Alors, ce oméga tilde, il a une formule en fonction d'oméga. D'accord. Et donc, dans le live on out, ce qu'on avait dit, c'est qu'on somme ensuite, on laisse de côté i, mais ensuite on laisse de côté i plus 1, ensuite i moins 1, ensuite i plus 2, etc. Tout le monde sera laissé de côté une fois. D'accord. Et donc, il y a une certaine moyenne qui se fait sur ceux laissés de côté. Et pour estimer cette moyenne, on a besoin de cette formule. Cette formule nous donne une dépendance de la régression par rapport à une régression faite sur l'échantillon tout entier. Donc la proposition sur laquelle que je vais vous présenter, mais sur laquelle on ne va pas entrer en détail technique, c'est la suivante, c'est que si celui-là c'est l'estimateur fait sur tout l'échantillon, alors l'erreur, enfin l'estimation du risque empirique, il a une formule. Il a une formule qui est somme sur i de cette formule-là, donc divisée par 1 moins oméga. D'accord. Donc il a une formule en fonction précisément des oméga d'ici. D'accord. Pourquoi? À nouveau, quand on fait live on out, c'est que à tour de rôle, une variable est excluse. Et donc, en fait, on somme sur les risques d'exclusion obtenus par l'exclusion d'une des variables. Et le problème, disons, pour lequel on a eu besoin des précisions techniques qu'on a données tout à l'heure, c'est que ici, chaque fois, l'estimateur dépend du xi. Et puis, donc, yi moins r, chapeau privé estimé, construit à partir de tout le monde sauf le xi, ben, c'est ce oméga tilde. Et ce oméga tilde a une formule, heureusement, qui fait intervenir l'estimateur grand, tout entier, sur tout l'échantillon. D'accord. Et donc, finalement, il peut s'écrire comme ça, après quelques écritures techniques. Et là, l'avantage, c'est que, au sens qu'une fois qu'on somme dans le CV, il y a une somme. Mais cette somme-là, elle peut être effectivement réduite à cette formule-là. Et donc, il y a une façon, disons, rapide d'évaluer. On n'a pas besoin de chaque fois évaluer vraiment l'estimateur sur l'échantillon privé du I. D'accord. On voit bien que finalement, dans cette somme-là, on a juste besoin de trouver l'estimateur global. D'accord. À partir de là, on va pas discuter, on va arrêter ici le cours d'aujourd'hui. Je vous invite éventuellement à regarder quelques exemples de code NR. N'hésitez pas à regarder aussi
les choses équivalentes en Python, sur la façon de coder. Enfin, c'est une façon de coder. Et n'hésitez pas aussi, pour votre curiosité, si ça vous intéresse, de discuter, de regarder les estimateurs par projection qui ne sont pas au programme. Merci.